Qu'est-ce que le pirate le plus sanguinaire des Rocks a-t-il pu emporter avec lui dans sa tombe? Pourquoi est-il beaucoup plus important qu'on ne le croit? Et où John a-t-il caché son légendaire trésor? Nous allons absolument tout expliquer dans cette grosse vidéo théorie, dont le fait que ce trésor va potentiellement bouleverser une partie de l'équilibre de One Piece. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es actuellement sur la chaîne de Gaimon et nous nous apprêtons à nous engouffrer dans un très gros mystère de One Piece. Merci infiniment pour votre soutien sur les autres vidéos et grâce à vous, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée et ce par Akemi Figurines. Akemi Figurines, c'est un site d'e-commerce de produits pop culture japonaise indépendant et parfaitement complet. Très important, chaque figurine du magasin est officialisée sous licence et c'est ce qui fait la spéciale du magasin. Donc en prenant vos produits chez Akemi, non seulement vous donnez de la force aux petits producteurs indés, mais en plus vous obtenez des figurines parfaitement officielles, donc de grande taille et solides, contrairement au vieux dropshipping d'AliExpress. Perso, j'ai reçu un gros colis avec toutes sortes de figurines One Piece et les mecs sont sérieux et hyper professionnels. Un colis rapide, solidement emballé, avec les figurines aussi clean que ce que j'avais imaginé. Et avec le code Gaimon, vous avez 5% de réduction en plus sur tous les produits du site, ainsi qu'un bon de remise de 5 € offert après chaque commande d'article. Donc pour offrir un cadeau ou tout simplement se faire plaisir, c'est déjà un plus et totalement gratuit. Donc sur ce les refs, je vous laisse vous poser tranquillement, prendre une petite boisson et un truc à grignoter, détendez-vous et plongeons-nous ensemble dans le plus gros secret du Captain John. Le Captain John est un ancien pirate de l'équipage des Rocks introduit pour la première fois au chapitre 450 de One Piece. La première fois qu'on le voit, il apparaît en sortant de son cercueil, afin d'aider Moria en tant que chef des généraux zombies. Le docteur Hogback aurait récupéré le cadavre de John après la mort de celui-ci, et l'aurait transformé en mort-vivant afin de servir l'armée du corsaire de l'ombre. Cependant, au fil de l'arc, si on y fait attention, on se rend compte que John n'a jamais justifié son statut d'ancien Rocks. Et si nous prenons avec soin tout ce que nous savons de John, plusieurs choses peuvent nous faire penser que celui-ci aurait en réalité juste été le larbin de l'équipage des Rocks, pas du tout une légende, et qu'il serait devenu un grand homme par pure maladresse sur un très gros malentendu. Et c'est 6 indices qui conforteraient cette idée. Eiichiro Oda nous présente le personnage de John pour la première fois dans un SBS, et dedans il nous le décrit avec 3 caractéristiques principales: un pirate atroce, alcoolique et digne. Sauf que la seule indication sur son passé que nous possédons est la discussion qu'il eut avec Absalom avant d'aller se battre contre Luffy à l'épisode 345. Tiens, le capitaine John, tu sais qu'il est temps de partir? Et à défaut d'avoir été digne de ton vivant, sois-le maintenant. Selon Absalom, contrairement à ce que dit Oda, John aurait donc été indigne. On pourrait ainsi croire qu'Oda se contredit pour la première fois, et ce serait assez louche parce que c'est pas du tout son genre. Et surtout, c'est pas la seule chose bizarre. En effet, devinez quoi? Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, à aucun moment on ne le voit ne serait-ce que se battre. Il finira par revenir comme une fleur après chaque combat en train de péter sa lubulule comme si de rien n'était. Et singulièrement, je trouve ça vraiment très étrange pour un ancien meurtrier des Rocks, l'équipage le plus violent de toute l'histoire du manga. Parce qu'un Kaido ressuscité, une Big Mom réveillée d'entre les morts ou un Barbe Blanche revenu à la vie, on sait exactement quel type de ravage ça aurait créé. Par ailleurs, on sait tous que les rires sont des caractéristiques extrêmement importantes dans le monde de One Piece. Chaque personnage sans exception possède son propre rire, le démarquant des autres. Il y a même une page wiki avec tous les rires du manga si jamais une envie folle vous prend de les apprendre par cœur. Et à aucun autre moment, même pour Luffy ou Roger, Zoro et Rayleigh ou pour tout le reste de l'anime d'ailleurs, plusieurs personnages ont déjà utilisé le même. Au moment où Absalom évoque la réputation de John, celui-ci réagit en utilisant un rire très similaire à celui de Buggy quand il joue l'imposteur. En effet, il faut savoir que le clown possède 2 rires qui lui sont spécifiques. Le rire diabolique qu'il utilise en cas de pur machiavélisme et le rire très rare de façade qu'il utilise pour jouer la comédie quand il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Tout comme à Impel Down quand il ment aux prisonniers en se vantant d'être un pirate légendaire alors qu'il les manipule dans l'ombre. Et ce choix de l'auteur est pour moi l'un des indices de son imposture au sein des Rocks. Et comme si ce n'était pas tout, je ne sais pas si c'est un hasard, mais l'inspiration qu'a utilisé Oda pour le personnage de John est lui aussi un énorme lâche. En effet, de la même manière qu'Oda s'est inspiré d'Edward Teach pour Teach ou de Samuel Bellamy pour Bellamy, l'auteur avouera s'être inspiré du Captain John Silver pour Captain John, un célèbre pirate du roman L'île au trésor du 19e siècle qui a également caché son trésor dans une grotte profonde. Sauf que lui, il l'a volé à ses compagnons après s'être enfui pour s'approprier toute leur gloire, dans le but de passer pour un héros à leur place tout en
fondant sa légende sur une fausse réputation. D'ailleurs, c'est très sûrement pour ça que dans toutes ses références, John fait preuve d'un égoïsme ultime quant à son trésor. Par exemple, dans le SBS du tome 49, Oda précise que John est allé jusqu'à s'entretuer avec ses anciens compagnons afin de garder son trésor pour lui tout seul. Quant au chapitre 527, on apprend par Buggy que John s'est enterré lui-même avec la carte de son propre trésor. Est-ce que c'est bon pour vous? Puisque pour que Buggy puisse la récupérer, il faudra attendre plus de 20 ans avant que Luffy lui lègue, juste après avoir dépouillé le cadavre de la fraude de John sur Thriller Bark au chapitre 486. La réputation de John falsifiée, son comportement de lâche et son caractère de peureux du combat tout comme Buggy peut donc nous avancer sur un énorme quiproquo de la part de John. Et cette partie de la théorie est très importante pour comprendre la suite. 船長なんだ本当にここで間違いないんでしょうか。かつて財宝のために残忍の限りを尽くしたというかのキャプテンジョンが財宝を隠した伝説の洞窟。そうとも心して進め。へい。いいか、財宝には万人や罠がつきもんだ。油断すると命はねえぞ。どんな怪物が飛び出すか、はたまた地獄へに見る血の罠か。 Le mystère du trésor de John n'ayant toujours pas été résolu, celui-ci est donc très sûrement présent dans la nature à ce moment même. Et sa position exacte est plus simple que ce que vous pensez. Tout d'abord, revenons à sa première apparition au chapitre 233. Pour moi, ce qui est important de remarquer, c'est l'île sur laquelle Buggy a décidé d'aller chercher le trésor pour la première fois. L'île est sans nom, minuscule et complètement déserte. Pourtant, Buggy l'a choisie au détriment de toutes les îles qu'il avait déjà visitées avec Roger, sur lesquelles il aurait très bien pu retourner pour chercher le trésor. Donc pas Water 7, Skypea, Sabaody, Wano ou même Zo. Non, Buggy a choisi cette île toute pourrie. Mais alors pourquoi était-il si persuadé du lien de cette pauvre île avec le trésor de John? Eh bien la seule caractéristique apparente qui en ressort est le crâne en plein milieu de celle-ci. C'est la seule raison pour laquelle Buggy a choisi cette île en tant que potentielle cachette de l'héritage de John. De la même manière qu'il était au courant pour les pièges et le gardien comme les évoque morges au chapitre 233, Buggy aurait également été au courant de la présence d'une tête de mort au niveau du trésor légendaire. Il a donc choisi cette île parmi toutes les autres comme ses indices lui avaient indiqué. Des indices sur une carte qui, après plusieurs recherches, auraient très sûrement été donnés par chance. D'où la réplique de Buggy au chapitre 580 lorsque celui-ci retrouve le roux à Marineford. Tu m'as menti à propos de la carte. Comme si le trésor n'était en fait pas du tout sur une île en crâne comme lui avait indiqué Shanks. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais si on le remarque bien, les os sur le front de Buggy en forme de Jolly Roger ne font pas exception à son lien avec les têtes de mort. Bref, en tout cas selon Buggy, le trésor aurait donc été caché sur une île en forme de crâne. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous avons vu précédemment qu'il s'agit du trésor d'un lâche, égoïste qui n'avait en aucun cas envie de partager sa trouvaille. Un rat comme on en voit rarement. Pour cacher son mystérieux bien, John aurait donc été motivé par l'égoïsme. Le mettre dans un lieu sûr, dont il connaît tous les secrets, est donc une stratégie primordiale afin de garder à tout jamais sa trouvaille près de lui. Et pourquoi pas choisir sa base secrète et celle de son équipage, la ruche, pour en faire le siège de son plus précieux trésor. Il ne serait pas surprenant que John ait caché son trésor sur son île personnelle à lui, dont seul lui connaît les secrets. D'ailleurs, rappelons-nous des phrases de Kabaji lors de l'épisode 151. Il prétendait que le trésor de John était, selon la légende, entouré de pièges et d'un gardien. Pour ce qui est des pièges, que ce soit à travers ses inspirations ou dans le manga, ils sont directement liés à l'île de la ruche, comme nous le rappelle Barbe Noire avec Moria sur l'île de la ruche à l'épisode 918. Et oui, lorsque Morge parle de grottes et de pièges, le roi dépravé le fait aussi au chapitre 925 en parlant des fins fonds de la ruche. En parlant à ses sous-fifres, il demande comment Moria a pu passer à travers les pièges et se demande si on ne l'a pas laissé entrer. Et souvenez-vous 2 minutes. En plus de tout ça, à côté du trésor de John, Kabaji a parlé d'un gardien. Et oui, quoi de mieux qu'un gardien pour garder le trésor d'un poltron? Et bah devinez quoi, on le connaît ce gardien. Et c'est Ochoku. En effet, on apprend au chapitre 1059 que pour devenir le boss de l'île aux pirates, Barbe Noire a dû renverser l'ancien compagnon de John au pouvoir, Ochoku, qui gardait l'île à ce moment-là. La présence d'un crâne, une grotte profonde, la base secrète de John, des pièges et surveillé par un gardien, son ancien compagnon de route. Depuis le début, le légendaire héritage de John aurait donc été présent sur l'île de la ruche, et cela expliquerait notamment sa nature si particulière.
Selon moi, il est possible que le trésor de John n'ait pas toujours été sur l'île de la rue, car comme je l'expliquais précédemment, John l'aurait déplacé de son plein gré, et ce pour une raison bien précise. Il s'agit du dernier rôle poneglyphe. Il y a plus de 24 ans, ce trésor se trouvait donc sur l'île des hommes poissons au fond de l'océan. En effet, je ne sais pas si je suis le seul à trouver ça bizarre, mais la première fois que l'on voit le trésor tant convoité par Buggy, il était en possession de la carte. Et si on observe bien, la Croix-Rouge indiquait clairement, directement, le fond de l'océan. D'ailleurs, analysons rapidement le fameux bracelet de John, l'indice qu'a eu tant de mal Buggy à récupérer. Censé communiquer la localisation du trésor du capitaine, il ne semble au premier abord rien indiquer du tout. Mais si on observe bien, le bracelet pourrait directement représenter la cité des hommes poissons, avec les volcans sous-marins juste en dessous qui sont aussi présents dans le manga, ainsi que les deux bulles sphériques dans la face supérieure de l'île. Et puisque le dernier rôle poneglyphe se situait sur l'île des hommes poissons avant d'être déposé sur une autre île, il est normal que le bracelet de John censé indiquer la localisation du trésor mène directement à la cité sous-marine. Par ailleurs, ce n'est pas un hasard si au chapitre 19, Buggy nous donne un indice extrêmement précis sur son but ultime. Lorsque Shanks évoque la possibilité que le clown mange un fruit du démon, Buggy répond de manière bien décidée. Comment est-ce que je ferais pour aller chercher tous les trésors qui dorment au fond des océans? Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Le liant directement depuis le départ au trésor de John au fond de l'océan. Et moi je trouve ça ouf. Mais si on cherche bien, Oda nous le montre constamment depuis le tout début de la préellipse. En effet, au chapitre 967, on apprend la présence du dernier rôle poneglyphe dans la forêt sous-marine de l'île des hommes poissons. Celui-ci était bien là lors du passage de Roger, quelques jours avant de trouver le One Piece. Cependant, 24 ans plus tard, lorsque Luffy y retourne au chapitre 616, le rôle poneglyphe semble avoir complètement disparu de la forêt. Et Neptune, souverain du royaume marin, n'en évoque tout simplement pas la raison. Je me souviens, à l'époque, tout le monde était en mode « Mais les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» On peut donc en déduire que le rôle poneglyphe a sûrement été récupéré entre-temps durant ces 24 années. Et justement, le fait qu'il ait été dérobé par ce gogol à cette période expliquerait beaucoup de choses. Souvenez-vous 2 minutes. Il y a 38 ans de cela, Roger et ses hommes, accompagnés de toute l'armée de la marine, affrontaient l'équipage des Rocks sur l'île de God Valley. Accompagné de 3 futurs empereurs pré-ellipse, donc Barbe Blanche, Kaido ou encore Big Mom, le capitaine John faisait donc partie de l'équipage le plus sanguinaire de Grand Line. Cependant, suite à la défaite de leur capitaine, Rox dit Xebec, les membres de son équipage s'éparpillèrent, tous chacun de leur côté, ayant pour but de trouver le One Piece. Il est dit qu'à l'époque, seul Roger connaissait l'existence de l'importance des rôles poneglyphes. Avant, c'était juste des cailloux, C'est même lui qui en apprend à Barbe Blanche l'existence au chapitre 966. Alors quand celui-ci a trouvé le One Piece et que les autres empereurs ont appris l'importance de ces pierres rouges, tout le monde a complètement rush pour aller les chercher. C'est pour cela que juste après la mort de Roger, quand Oden revint sur son île natale au chapitre 969, Kaido s'était déjà empressé de s'installer sur Wano Kuni pour voler le rôle poneglyphe du pays des Wa. Kaido se serait donc rendu à Wano pour posséder l'une des stèles rouges, Big Mom en a volé une et l'a gardée sur Whole Cake Island dans la salle des trésors, pendant que John et Barbe Blanche, de leur côté respectif, se dirigèrent vers l'île des hommes poissons pour récupérer celui de la tant convoitée forêt sous-marine. Barbe Blanche en l'obtenant pacifiquement, alors que John, lui, en le dérobant violemment. Et devinez quoi, ce vol laissa des traces. En effet, au chapitre 620, non seulement on peut voir Gaimon sur la couverture, mais en plus, Jinbei raconte qu'au début de l'âge d'or de la piraterie, donc pile après l'exécution de Roger, l'île des hommes poissons fut mystérieusement ravagée. Puis il change vite de sujet pour qu'on oublie ce petit détail. Mais si l'île des hommes poissons a été ravagée juste après l'exécution de Roger, et que le rôle poneglyphe a bizarrement disparu, c'est sûrement qu'un grand pirate, John et ses hommes par exemple, s'y sont attaqués à leur tour. Barbe Blanche arrivée en deuxième, juste après l'incident, se rendit alors compte qu'il était arrivé trop tard. Et au détriment de ne pas avoir pu récupérer le poneglyphe, il proposa alors à l'île des hommes poissons son aide pour que plus jamais la cité de l'eau ne connaisse un tel massacre. C'est pour cela qu'au chapitre 621, Jinbei dit que Barbe Blanche les a sauvés de cette situation. Il les a sauvés de cette crise. Ça vaut bien un abonnement ça, non? Mais après avoir écrit cette théorie, j'ai continué à faire des recherches et j'ai trouvé quelque chose qui m'a convaincu d'une deuxième possibilité que j'ai appelée le deal de l'immortalité. Kuria est une docteure de drum introduite au chapitre 134 de One Piece en fracassant la porte d'un bar. Quelqu'un veut-il connaître mon secret pour rester jeune? S'exclama-t-elle. Après avoir essuyé un refus de la totalité du bar, elle soigna son client et lui dépouilla 49% des bénéfices de son bar avant de s'envoler dans le ciel, le sourire aux lèvres. Et la même femme dont je viens de vous parler serait l'énième et dernière membre des Rocks et la gardienne du trésor de John. En tout cas, elle sait précisément où il est. En effet, il faut savoir qu'il reste un membre inconnu dans l'équipage de Xebec, puisque pour l'instant seulement 9 membres de celui-ci ont
ont été révélés, mais on a 10 membres pour l'équipage de Luffy ou encore 10 membres pour l'équipage originel de Barbe Noire qui copie trait pour trait celui des Rocks. Beaucoup de gens pensaient que la 10e était Shaki, mais maintenant, après la réfutation du chapitre 1059, nous avons toutes les raisons de nous tourner vers Kureha. En effet, à force de relire l'arc Drum, j'ai remarqué quelque chose d'extrêmement étrange. Au chapitre 140, Luffy essaye de recruter Kureha dans son équipage, mais celle-ci prétend ne pas être attirée par ce genre de vie. Cependant, on peut aisément remarquer qu'elle possède un comportement extrêmement violent pour un médecin. En plus d'être immortel, Kureha en va à dépouiller absolument tout l'argent de ses patients, menacer Nami de mort et détruire des bâtiments entiers, un atout seulement réservé à Garp jusqu'à maintenant. Et devinez quoi, au chapitre 134, Luffy compare même ses agissements à ceux d'un pirate. Mais c'est pas du tout le plus étrange, puisqu'après avoir été surprise à voler dans le ciel, ce qui est quand même assez surprenant, on va pas se le cacher, Kureha est la seule personnage de tout le manga, autre que le gouvernement mondial et les empereurs, à connaître la volonté du dit. Et comme si ce n'était pas tout, au chapitre 161, celle-ci révèle bizarrement le vrai nom de Roger, comme si de rien n'était, expliquant qu'elle le connaissait. En effet, le gouvernement mondial avait changé le nom de Goldie Roger en Gold Roger juste après l'événement de God Valley, où seuls les Rocks, dont John et les amiraux en chef étaient présents. Et donc si Kureha est au courant, il est fort probable qu'elle appartenait à un équipage pirate sur God Valley à ce moment-là. Attendez, vous avez rien remarqué? L'image que j'ai mise juste avant là, voilà elle. Bah c'était pas John, c'était Kureha. Et cette ressemblance physique est complètement hallucinante. C'est pas comme Mihawk et Rayleigh, hein, c'est littéralement la même personne trait pour trait et c'est super bizarre. Mais surtout, en cherchant un peu, certaines personnes ont même trouvé ces deux images qui font concorder parfaitement la manière de boire de l'alcool des deux personnages. Et si les deux semblent avoir un lien de parenté, leur relation sûrement de frères et sœurs aurait déjà été évoquée dans les mystères oubliés de One Piece. Au chapitre 143, pendant qu'Iluluk parlait de ses potions ratées et que Kureha ne connaissait même pas encore Chopper, elle prononce une phrase assez étrange. C'est vrai que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, vous êtes aussi maladroits l'un que l'autre, faisant sûrement référence à son frère décédé prématurément. Cela concorderait parfaitement avec le SBS du tome 16, dans lequel Oda insinue que Kureha aurait eu une période extrêmement douloureuse dans sa vie. Ainsi, non seulement Kureha aurait perdu son frère, mais elle aurait aussi perdu son mentor, le meilleur médecin du monde de One Piece. En effet, si on analyse bien l'équipage des Rocks, on se rend compte du manque d'un élément indispensable à un équipage pirate, un médecin. Dans le monde de One Piece, chaque équipage du manga possède un médecin ou un docteur. C'est primordial, et surtout pour les Rocks qui en avaient cruellement besoin. Parce que oui, à l'époque, tout l'équipage y était malade. Kaido avec sa maladie mentale de trouble de la personnalité, Barbe Blanche avec son cancer chronique, ou Big Mom et sa maladie de naissance de fringale infernale. La présence d'un médecin était donc indispensable dans les rangs de l'équipage, et le fait que John ait été recruté parmi tous les monstres présents dans leur rang me laisse penser que sa mauvaise réputation de combattant avait pour raison la place de médecin qu'il occupait dans l'équipage. John était vraiment nul au combat, mais était le meilleur médecin de sa génération. D'ailleurs, revenons 2 minutes sur Kureha, et précisément sur le fait qu'elle ne vieillisse plus. Au chapitre 133, on apprend que la surnommée sorcière a plus de 139 ans, et à plusieurs reprises, Kureha rappelle d'ailleurs qu'elle possède un secret qui lui a permis d'obtenir cette vie éternelle. Mais alors pourquoi a-t-elle arrêté de vieillir? Eh bien devinez quoi, les propos de Kureha s'accordent parfaitement au pouvoir de l'Ope-Ope-no-Mi. Au chapitre 761, l'eau évoque le pouvoir ultime du fruit du démon. En sacrifiant la vie de son utilisateur, le fruit peut stopper le vieillissement d'une personne et lui accorder la vie éternelle. C'est exactement la même situation que Kureha, que ce soit pour la vieillesse qui se stoppe ou la vie éternelle. Mais alors si Kureha a bien reçu l'opération de jouvence, qui a bien pu sacrifier sa vie pour sauver celle de Kureha? Eh bien après plusieurs recherches, cet ancien utilisateur a bel et bien existé. Un médecin plus malin qu'Hawkback, plus brillant que Crocus, et même plus doué que Kureha elle-même. Puisqu'au chapitre 765, Diez Barrel prétend que selon les dires, un des précédents détenteurs de l'Ope-Ope-no-Mi était devenu une légende de la médecine capable de guérir n'importe quelle maladie. John étant mort prématurément comme à cause d'un sacrifice, étant très proche de Kureha et étant sûrement le meilleur médecin de sa génération, puisqu'employé par Xebec contre le roi des pirates, ce détenteur ne peut être que lui, car qui serait le plus approprié à sacrifier sa vie pour sauver celle de Kureha que son propre frère. John justifierait ainsi sa place dans l'équipage tout en expliquant pourquoi il était recruté. De plus, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec toutes les maladies de l'équipage, il était primordial d'obtenir un médecin de cette trempe. Ainsi, après avoir recruté John, celui-ci demanda deux choses: prendre sa sœur avec lui dans l'équipage afin de lui apprendre tout ce qu'il savait sur la médecine, et l'Ope-Ope-no-Mi. C'est ainsi que John devint le fameux médecin qui avait pris l'Ope-Ope-no-Mi dont parlait Barrel. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que le trésor de John? Eh bien au chapitre 957, Sengoku révèle que l'équipage des Rocks s'était réuni à l'origine pour une promesse d'argent facile, comme s'ils avaient tous reçu de l'argent de la part de Xebec pour entrer dans son équipage. D'où le fameux trésor de Barbe Blanche que Marco essaie tant de protéger. Peut-être que John a ainsi essayé de feinter quelqu'un avec la vente de son fruit en récupérant
récupérant les 5 milliards de berries y étant dédiés, ou juste qu'il ait récupéré sa part du gigantesque butin promis par son capitaine. Le fait que ses propres hommes le recherchent pour son or l'a sûrement obligé à le cacher, et contre eux de donner sa vie pour que sa sœur puisse s'enfuir. Le fait que Jon se soit sacrifié pour sauver et donner la vie éternelle à sa sœur est la seule explication à l'absence de vieillesse chez Correa et à tous les mystères qui l'entourent. Suite à cette tragédie, Correa partit vivre sur l'île de Drum, isolée du monde, là où elle rejeta sa vie de pirate et où elle rencontra Ilulu puis Elva Chopper. D'ailleurs, vous vous souvenez du Kuma 3 dents qui a volé le nom de bateau d'un membre des Rocks, le fruit du démon d'un membre des Rocks et l'enfant d'une membre des Rocks? Et bien le fait que Correa soit la sœur de Jon expliquerait pourquoi Barbe Noire s'est rendue sur l'île de Drum au tout début de l'aventure, comme s'il cherchait Correa pour récupérer le trésor d'un membre des Rocks. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, ça m'aide beaucoup, et dites-moi ce que vous en pensez, comme d'hab en commentaire. Je veux des débats, et je réponds à tout d'ailleurs, donc les gens gentils qui me donnent de la force, allez-y, ça me fera plaisir de fou, et ceux qui veulent débunker la théorie, ce sera avec plaisir. Je vous attends dans la barre d'en dessous. Force à tous ceux qui ont passé le bac, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je sais que c'était pas facile, voilà, je place des petits big up. Donc pour vous et pour le reste tout aussi méritant, je vous souhaite de prendre soin de vos proches, n'oubliez pas de rêver, et à plus.